Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'agence Décuple. Aujourd'hui, je suis accompagné de Caroline Pueschultre, notre expert retail. Et nous allons vous parler ce matin d'une étude exclusive que l'agence a réalisée, une étude de web listening dont nous allons vous révéler le contenu ce matin. Le principe de cette étude, ça a été d'étudier le secteur du retail, alors non pas dans son entièreté, parce que vous imaginez bien que là il nous aurait fallu un webinaire de plus d'une journée pour vous faire le livrable de cette étude. Nous avons souhaité vraiment nous concentrer sur deux points très particuliers. Un point lié à la réaction des Français face au contexte économique actuel, les enjeux liés à l'inflation, à la hausse de prix et les impacts que ça peut avoir sur la réalité des consommateurs aujourd'hui. Et on a souhaité s'intéresser également sur l'innovation. L'innovation, on en parle beaucoup et on a voulu vraiment confronter la manière dont les professionnels en parlent et la vision un petit peu fantasmée, j'ai envie de dire, de cette innovation dans le retail et la réalité des consommateurs et la manière dont ils parlent de ces innovations, notamment au travers des réseaux sociaux et des conversations du web. Donc la méthodologie de cette étude, ça a été une méthodologie de ce qu'on appelle de la social data intelligence, avec une première phase d'écoute et de récolte. Donc là, nous avons récolté des centaines de milliers de conversations liées justement aux sujets qui nous intéressent et à nos sujets d'études. Puis nous avons travaillé avec un mix d'IA et d'IH pour analyser l'ensemble de ces mentions, de l'IA pour la détection des sujets, des sentiments et l'analyse des verbatims, et ensuite l'intelligence humaine avec l'équipe du planning stratégique de l'agence pour déterminer quels étaient les enseignements et les insights à tirer de toute cette matière brute. Sans plus attendre, nous allons passer au premier chapitre de cette étude qui concerne le contexte, les tendances et les signaux faibles que nous avons pu détecter. Le premier point qui nous a frappé dans cette étude, c'est la manière dont la crise impacte les manières de consommer aujourd'hui des Français. Pourquoi on s'est concentré là-dessus ? Parce que lorsqu'on a analysé l'ensemble des verbatims liés à la consommation et aux distributeurs de manière globale, on a pu s'apercevoir que 40% des mentions liées à notre étude sont liées au contexte économique. Et sans surprise, de manière plutôt négative, puisque 70% des mentions liées au contexte économique sont liées à l'inflation et à la hausse des prix, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Clairement pas, et d'ailleurs c'est intéressant parce que ce que moi j'ai pu faire, c'est confronter ces résultats aux études qui existent et qui sont disponibles sur l'univers du retail. Et juste un élément additionnel sur une étude réalisée par l'IFOP, par Sociovision en 2024, on se rend compte que le top 3 des dépenses des foyers français qui ont le plus augmenté en perception, alors parce qu'il y a la réalité, mais il y a aussi évidemment la perception, qui sont deux choses différentes. C'est d'abord l'alimentaire, mais aussi ex aequo les charges liées au logement, pour plus de 80% des Français. Et puis le troisième poste, c'est de dépenses, c'est les transports. Voilà, pour à peu près un peu plus de 60% des Français. Du coup, devant ce poids grandissant des dépenses contraintes, il y a des chiffres quand même qui sont assez impactants. On en discutait ensemble, Thomas. Un tiers des Français qui pensent ne pas vivre décemment en France, ce qui est énorme. D'ailleurs, on sait qu'à peu près 25% habituellement des Français ont du mal à s'alimenter de façon saine. Donc là, un tiers quand même, c'est énorme, parce que c'est vraiment sur la logique globale de vivre décemment globalement, et jusqu'à 1 sur 2 qui ne part pas en vacances. Donc il y a une privation, un changement des modes de consommation liés à ça. C'est ça, et on voit d'ailleurs que finalement dans le tourisme, moi j'ai travaillé dans le tourisme, c'est quand même compliqué, et il y a une sorte d'effet ciseau entre le haut de gamme et puis le tourisme accessible. Il y a un sentiment aussi de pression du contexte économique actuel, d'ailleurs qu'on retrouve d'ailleurs dans les mentions liées à l'inflation, et même si l'inflation continue mécaniquement de baisser, on voit que ce sentiment de pression inflationniste repart à la hausse d'ailleurs dans les conversations, même si la réalité n'est pas tout à fait la même dans les chiffres.
Exactement. Et en fait, du coup, dans les postes de dépenses, parce qu'on va le voir après, il y a des stratégies, des arbitrages, mais dans les arbitrages déjà en termes de dépenses, ce qu'on regarde dans ce qu'on observe dans les études, c'est que les Français vont réduire en priorité, réduire leurs dépenses et faire des économies en majeur sur les sorties et les loisirs. Sans surprise, c'est un peu accessoire, même si ça fait toujours plaisir, 49% des Français, mais aussi les vêtements, on le voit, le problème du marché du fashion aujourd'hui, c'est compliqué, même si certains se relancent à travers des concepts, et puis les vacances, évidemment, on le retrouve ce poste qui est arbitré, et enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui tourne autour des abonnements de loisirs, des abonnements au divertissement comme Netflix ou Deezer, qui pour un tiers des Français aussi passent à l'as, ou encore les produits de soins de beauté également. Voilà, donc ça c'est un peu le top 5. On repriorise effectivement, on revient aux besoins principaux, et c'est d'ailleurs ce qu'on a souhaité aussi creuser dans le cadre de cette étude. Tu parlais stratégie d'adaptation et d'adaptation de la consommation. On a voulu aussi écouter justement ce que les consommateurs racontaient et essayer d'identifier les grandes catégories de changements de modification, en tout cas de comportement d'achat. Et ce qui est intéressant avec justement ces méthodologies de listening, c'est que on est capable de pondérer et également d'avoir une approche beaucoup plus qualitative de la manière dont ces sujets-là sont abordés. Et effectivement, on a pu déterminer 6 grandes catégories. Alors, il y en avait plus que ça dans ce qu'on a pu étudier. Là, on vous a mis les principales à l'écran. Mais effectivement, on a pu déterminer des stratégies d'évitement, on va dire, ou de non-confrontation directe à la crise, qui sont assez différentes, qui sont tantôt subies, tantôt choisies, parfois aussi. Mais on voit là sur le slide qui s'affiche à l'écran qu'il y a différents comportements par rapport à la crise. Et tu le citais, la modification de l'alimentation, c'est celle qui nous a quand même le plus marqué, puisque c'est quasiment l'un des premiers signaux qu'on a étudié, et même en termes de volume, c'est ce dont on parle le plus. Donc là, ça passe par la baisse des rations alimentaires, par des repas sautés. Il y a de plus en plus de Français qui déclarent sauter des repas, les jeunes, les étudiants, donc il y a aussi des segments qui sont plus touchés les uns que les autres. L'achat sous promotion également, ça je pense que tu peux nous en parler. L'achat sous promotion est un phénomène qui prend encore plus d'ampleur aujourd'hui. Pour le coup, la promotion, si on s'arrête juste 2 secondes, ça reste la stratégie d'adaptation la plus importante, privilégiée par les Français. Une étude qui a été sortie par Bonial avec Opinionway cette année, en 2025. 73% des Français déclarent se faire plaisir désormais grâce aux promotions dans leurs achats au quotidien. Et ça a été toujours le cas, je veux dire, franchement, l'univers de la grande consommation notamment, mais pas que, est boosté par la promotion historiquement. Mais là, c'est particulièrement prégnant. C'est intéressant de constater un truc, on en parlait quand on échangeait sur préparer ce webinaire, c'est que les 3 périodes de soldes en France, donc Noël avec un Black Friday avant, été, hiver, ça représente désormais un tiers de la part d'achat. Ce qui est colossal. Oui, on a parfois tendance à penser que les soldes sont finis. Voilà, non, c'est un tiers. C'est-à-dire que on sait que les marchés sont boostés aux promos. Énorme. Et on a identifié aussi des comportements dont on parle peut-être un petit peu moins et qui sont un petit peu plus surprenants, mais comme cuisiner en heure creuse. Voilà, là on vous a mis un exemple d'une personne qui explique ça, et on a vu comme ça un volume de mentions non négligeable sur ce type de comportement. Les achats groupés, alors qui étaient là très très en vogue sur l'énergie notamment, et alors sur Groupon bien évidemment qui a démocratisé ça. Dernièrement sur l'énergie avec les hausses d'énergie sur les 2-3 dernières années. Là voilà, ça revient notamment aussi sur des denrées alimentaires où les gens se font des groupements d'achats entre particuliers, et quelque chose de peut-être encore plus inquiétant, l'achat de produits périmés ou en phase d'être périmés, qui devient d'inquiétant ou pas d'ailleurs, puisque parfois c'est des produits qui sont très souvent encore très bons à la consommation. Mais voilà, on voit en tout cas que les effets de la crise sont multiples et que les stratégies, encore une fois, d'évitement, de contournement de cette crise sont assez nombreux et doivent être pris en compte aussi par les retailers. Justement, oui, voilà, je voulais juste rajouter un point. Toujours, si on relie par rapport aux études existantes, une étude est réalisée par Ernst & Young, donc cette année, par Tenon, c'est que au global, donc, si on regarde ce point-là, d'un point de vue des chiffres, 84% des ménages disent modifier leur comportement face à l'inflation, et sachant que
en plus de ces 6 pratiques dont on vient de parler, ce qu'on constate dans les études de consommation, c'est que pour consommer moins, et moins cher surtout, ce que font les Français, c'est qu'ils achètent de plus en plus de produits de marques distributeurs. Et on le voit d'ailleurs, la part de la marque distributeur dans les ventes de la grande distribution, c'est passé de à peu près 30 et quelques % à 40% aujourd'hui. Donc c'est énorme, bien sûr, hors discount dont on reparlera tout à l'heure. Et puis, ils vont également vers des produits premier prix, des produits d'entrée de gamme. Et d'ailleurs, les distributeurs développent de plus en plus de produits d'entrée de gamme. Donc un peu le downgrading d'une certaine façon. D'ailleurs, ils consomment aussi des produits en moins grande quantité. Et enfin, ils fréquentent de plus en plus aussi des enseignes moins chères, des enseignes discount. Tout à fait, et c'est effectivement le deuxième enseignement de cette étude, le discount, qui entre là dans une nouvelle dimension depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Donc c'est vrai qu'on a souhaité voir aussi la manière dont les Français appréhendaient ça. Alors c'est intéressant, on est reparti notamment de l'étude très intéressante qui vient de sortir donc de EY sur les enseignes préférées des Français, qui nous explique quand même que Action est numéro 1 pour la 3e année consécutive. C'est quand même pas anodin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cherché aussi à creuser au travers des mentions et de l'écoute digitale, justement, comment cela a été corroboré. Et c'est intéressant de voir que 30% des mentions, donc un tiers des conversations qui sont liées à la consommation et au retail, sont en lien avec justement les discounters. Et quand on regarde les parts de voix des différents acteurs de la distribution, donc dans les parts de mentions récoltées, ce qui est intéressant, c'est que la somme, par exemple, de Action et Lidl, donc de ces deux acteurs-là, est au même niveau que la part de voix de Carrefour, Auchan et Leclerc dans les conversations. Donc là, on voit qu'il y a une hégémonie qui est en train de se créer de la part des discounters. C'est d'ailleurs une grande majorité des Français aujourd'hui qui, quel que soit leur niveau social, fréquentent ces enseignes. 9 Français sur 10 fréquentent ces enseignes de discount. Et en fait, 64% leur sont fidèles, ce qui est quand même assez étonnant quand on parle de fidélité, c'est d'y revenir de façon fréquente tous les mois. Surtout dans le contexte actuel de multi-enseignes. Oui, c'est ça. Et en fait, on sait très bien que les consommateurs en général ont plusieurs enseignes, notamment des enseignes qui sont à proximité de leur domicile. Mais voilà, dans le set de considération, désormais, il y a du discount. Le top 5 des enseignes les plus fréquentées en France, pour information, c'est Lidl à 74%. C'est Action à 61%, donc on retrouve Action qui est juste derrière Lidl, ce qui rejoint ce que tu dis dans les verbatim clients. Aldi aussi à 40%, qui est en croissance. Stocomanie enfin et News autour de 20-25%. Intéressant. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le rapport entre la fréquentation et la manière dont les marques font parler. On voit que les marques discount aussi font beaucoup parler sur les réseaux. On va en reparler juste après. Et effectivement, les discounters, c'est aujourd'hui les nouveaux rois de la distribution. C'est comme ça qu'on les a appelés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des chiffres, c'est aussi de voir d'un point de vue plus observation des consommateurs, c'est que effectivement, ce sont des enseignes qui touchent un public de plus en plus large et qui touchent un public qui est enthousiaste en fait à l'idée d'aller chez ces discounters. Donc on voit que c'est pas uniquement, il y a bien évidemment une part de consommateurs importants qui y vont plutôt de manière subie parce que en fait ils n'ont pas les moyens concrètement d'aller acheter plus cher. Il y a aussi toute une frange de la population qui y va vraiment avec enthousiasme. On peut repérer sur notamment en digital des groupes de fans. Alors là je vous ai mis l'exemple des fans de Stocomanie, donc c'est un groupe de plus de 100 000 personnes qui s'échangent tous les bons plans et on peut voir aussi sur certaines publications là, on a sélectionné celle de gauche pour le clin d'œil où c'est quelqu'un qui dit qu'il y a 20 ans en fait ses amis refusaient d'aller avec lui à Lidl parce que c'était une enseigne de pauvres, un magasin de pauvres. Voilà, on voit que c'est plus du tout le cas et qu'on est vraiment passé de l'ère du hard discount avec tout le côté un peu péjoratif qu'il pouvait y avoir à l'ère vraiment du smart discount. Absolument, et en fait, c'est vrai que quand on observe ce marché, moi qui travaille depuis 2015, c'est que depuis donc une quinzaine d'années aujourd'hui, on peut se dire le hard discount est devenu du smart discount, c'est-à-dire qu'il a progressivement amélioré la qualité de son offre et dans ses expériences en magasin.
Donc à l'image de Lidl en France, c'est intéressant parce que Lidl, quand on regarde tout le travail qu'ils ont fait pour exister en France, se développer, passer du hard discount à un magasin de proximité et donc à ce qu'on appelle du smart discount, il a beaucoup investi et pour s'écarter de ce modèle purement hard discount. Et il est quand même resté toujours très accessible en prix. On va voir qu'il s'en est un peu écarté ces derniers temps, mais il le fait notamment grâce à ses produits MDD, c'est sa marque propre qui est donc plusieurs marques différentes, mais des marques de Lidl qui sont produites à grande échelle et donc fabriquées en masse, et 80% de son assortiment ce sont ses marques propres. Ouais. Donc c'est ce qui fait que le panier à la fin moyen pour la ménagère ou le foyer, peu importe, est pas cher parce que des marques propres sont toujours autour de 30 à 40% moins cher que la marque nationale. Et les marques propres arrivant elles aussi à créer une effervescence autour de leur image et de leur image. L'image aujourd'hui des marques propres est c'est bien développé et en termes de qualité est presque perçue, même souvent perçue aussi bonne que les marques nationales. Et autre chose qui est intéressant chez Lidl, c'est les arrivages. On va en reparler après sur Action, mais les arrivages de Lidl qui ont lieu tous les jeudis, ce sont des rendez-vous qui sont créés sur des produits non alimentaires et qui sont renouvelés en permanence et communiqués d'ailleurs à la télé et qui attirent énormément, qui créent une sorte d'impatience des clients à venir chez Lidl. Donc c'est devenu une fierté en effet de savoir consommer malin et de savoir consommer dans ces magasins. Maintenant juste un petit point d'éclairage sur Action parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'Action c'est quand même quelque chose d'assez étonnant qu'il soit pour la troisième année consécutive devant des poids lourds comme Leroy Merlin et Decathlon quand même. Hein. C'est fou, exactement. Et donc juste je me suis penchée un peu sur les ingrédients du succès d'Action. Alors, ils sont au nombre de 4-5. Le premier, c'est les petits prix. Ils ont la plupart, en fait, en moyenne, des articles, c'est 2 €. Et ils ont notamment un quart de leur assortiment qui est moins de 1 €. Donc déjà, en soi... Le prix reste le contrat de base. Et puis le prix en absolu. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, c'est plus le comparatif, c'est vraiment ce que je constate, sur le rayon. Et puis, les bons plans qui sont proposés aussi, qui sont très importants, grâce pour le coup au rachat à prix bas de fin de série et on retrouve donc des produits qu'on trouve dans la grande distribution mais vraiment à des prix totalement cassés, des invendus, des stocks aussi qui rachètent à des commerces en faillite. Ça c'est au niveau européen. Ensuite deuxième élément, la maîtrise des coûts parce que c'est une ancienne néerlandaise à la base Action. Ils ont une mécanique bien huilée de massification, donc comme le fait Lidl, de production et d'approvisionnement de produits à l'échelle européenne. Alors eux ils produisent moins Action, ils distribuent surtout. Voilà, et c'est des sortiments qui sont identiques à 95% sur l'ensemble de leur magasin, ce qui est vraiment une logique de masse, mais ils les renouvellent en permanence. Ouais. Ce qui fait que ces renouvellements permanents donnent envie. Toujours une raison d'y aller. Exactement, toujours une raison d'y aller. Et puis enfin, zéro publicité. Ouais. Ça c'est aussi un point intéressant. Et ça on l'a vu dans les parts de voix. Hein. Exactement. C'est-à-dire que les gens communiquent beaucoup, mais c'est des marques qui font parler. Voilà, c'est des marques qui font parler. Le Free à l'époque, quand ils se sont développés, les gens en parlaient. Bon, en fait, là c'est pareil, les gens en parlent et donc le bouche à oreille crée cette puissance. Donc c'est des marques qui sont devenues totalement communautaires et avec des fans absolus qui animent finalement les échanges et la communication sur. Après, ce qui est intéressant dans ce qu'on a pu observer, c'est que justement le fait de passer dans cette nouvelle dimension. Alors tu citais le contrat de base, c'est le prix. Pour autant, alors c'est marrant parce que quand j'ai montré cette image à des collaborateurs qui ont moins de 30 ans, en fait, ils connaissaient pas cette enseigne ED. C'est intéressant de voir le choc des générations. Donc, ceux qui ont connu le hard discount à la ED savent qu'en fait, c'est plus ça aujourd'hui le discount. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, les discounters sont arrivés à ce niveau de succès justement en cassant les prix, en cassant la barrière justement et en levant les freins à la consommation. Et pour autant, se sont un peu pris au piège justement des exigences consommateurs. Parce que discounter ou pas, aujourd'hui les consommateurs
attendent de plus en plus d'expériences clients offertes même par les discounters. Donc là, on vous a mis quelques exemples de mentions qu'on a pu identifier. Ce que je trouve intéressant, c'est l'exemple de Sostrengren qui est donc une enseigne de déco et donc de discount sur la déco. En fait, quand ils font aujourd'hui une ouverture de magasin, il y a une espèce de pression pour que cette ouverture soit scénarisée, qu'il y ait de la décoration, qu'il y ait vraiment que ça fasse un show vraiment à l'ouverture, qui est pas vraiment dans les codes du discount. Et tu citais le Lidl et ses innovations. Effectivement, Lidl aussi innove même sur les concepts de distribution, puisqu'ils viennent de lancer un magasin spécifique où ils vendent les produits de l'enseigne de Parkside, pardon. Donc on voit qu'il y a un enjeu extrêmement fort aussi à innover et à proposer une expérience consommateur toujours plus riche, toujours plus grande, alors que le principe de base du discount, c'était au contraire de se départir de tout ça pour proposer le prix le plus bas possible. Donc là, on voit qu'il y a une tension forte, notamment sur ce marché-là, entre le contrat de base qui reste le prix, et on va le voir d'ailleurs sur le slide juste après, et où on voit que quand les éléments du contrat de base ne sont pas remplis, ça amène des difficultés, et en même temps un enjeu extrêmement fort, une pression extrêmement forte du côté expérience client. Ça, c'est un point très important, parce qu'en effet, on voit bien cette difficulté de trouver l'équilibre entre qualité et prix. Et donc les Français, comme tu le dis, demandent toujours plus en termes d'expérience, magasins, y compris pour ces magasins de discount, qui du coup doivent continuer à innover, mais ils exigent d'avoir toujours le prix bas. Donc il y a une tension sur les marges pour ces marques qui est fondamentale. Parce que le prix bas, ça reste le contrat de base. D'ailleurs, c'est toute enseigne qui se sort du prix, quelque part, se perd en quelque sorte, parce que c'est quand même le contrat de base de tout grand distributeur. Alors Lidl, un point important, c'est qu'il en a fait les frais l'année dernière. À force même depuis fin 2023, à force de privilégier la qualité, et notamment la qualité à la française, il s'est écarté de ce contrat de base du prix bas. Et comme les autres, face à l'inflation, les autres concurrents continuaient à mettre la pression, en particulier Leclerc, sur le prix, à partir de 2024, l'enseigne a connu, pour la première fois depuis très longtemps, une baisse de la part de marché, ce qui a été un énorme coup de tonnerre dans l'enseigne. Ce qui a coûté d'ailleurs la tête du patron emblématique du marketing de Lidl, Michel Biraud, qui est parti là en mars de cette année de l'enseigne, et ce qui a obligé aussi l'enseigne, Lidl, à rabaisser ses prix. Tous ces prix de 10%, ce qui est énorme, hein, ça veut dire de prendre sur ses marges, pour pouvoir à nouveau revenir dans le match, et à nouveau on le voit, parce que son image qualité-prix en avait pris un gros coup, et puis aussi ça a conduit au lancement d'une nouvelle gamme de tout petits prix, les prix Lidl, de prix d'entrée de gamme moins cher que la concurrence, en particulier moins cher que l'Ecoplus de Leclerc. Donc on voit à quel point la tension est très forte et la ligne de crête est très fine. Exactement, c'est une tension qu'il faut vraiment suivre comme le lait sur le feu. Et à noter aussi la concurrence des plateformes chinoises, hein. C'est important parce que devant ça, on n'en parle pas trop parce que ce sont des plateformes e-commerce, on est plutôt sur des magasins physiques, des enseignes de magasins physiques, mais elles obligent à se battre aussi sur les prix. Pour avoir une idée de la progression en France de certaines plateformes comme Shein et Temu, c'est un chiffre qui, moi, m'a sauté aux yeux. Ça représente, Shein et Temu, aujourd'hui déjà 22% des colis qui sont livrés par la Poste en France. 22%, c'est considérable. Et pour finir sur ce point, ce qui est aussi remarquable, c'est qu'Inditex, donc le géant de la fashion, hein, qui est successful, hein, qui marche très bien, propriétaire de Zara, il a carrément décidé de créer une marque à bas prix, qui s'appelle Lefties, axée sur la génération Z, implantée dans 17 pays quand même aujourd'hui, donc ils font pas les choses à moitié, pour contrer son rival Shein. Donc on voit à quel point c'est quand même... Donc on voit que ces enjeux de tension aussi amènent des nouveaux concepts retail, et amènent aussi une réflexion. On va avancer un petit peu, parce que je vois que l'horloge tourne, pour aborder justement un des enjeux de l'expérience client dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est l'enjeu de la fidélité.
fidélisation. Alors on l'a mis en troisième point, en troisième et dernier point sur cette partie consommation, parce que paradoxalement, en fait, c'est un signal qui est plutôt faible. On a repéré assez peu de conversations autour des programmes de fidélisation. Par contre, c'est une thématique où il y a une polarisation qui est extrêmement forte, et on va rentrer dans le détail. Il y a une dichotomie très forte dans ce qu'on a pu identifier comme conversation sur le web entre, on va dire, une volonté des distributeurs, donc entre les stratégies voulues, on va dire, par les distributeurs, de stratégie de générosité, de gestes pour le pouvoir d'achat, et une réalité perçue par les consommateurs qui est totalement différente, avec justement un regard qui est très 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 critique sur ces programmes de fidélisation. Et si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail de ces regards critiques, il y a vraiment deux critiques majeures qui sont faites aujourd'hui au programme de fidélisation et qui sont liées tout d'abord à un enjeu transactionnel. La générosité des programmes. Là, on a vu beaucoup de mentions sur le fait que les gens trouvent ça aberrant en fait de gagner 5 euros de bons d'achat pour avoir dépensé 500 euros dans un programme de fidélité. Donc le déséquilibre entre les achats et la rétribution en fait est très souvent pointé du doigt, et un enjeu un petit peu plus émotionnel de reconnaissance aussi des clients des enseignes plutôt envers les clients, qui est souvent reproché par les consommateurs. C'est vrai, on retrouve ces éléments dans les études aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 100% des Français ont adhéré à un programme de FID. Et en moyenne, en France, un foyer, il a à peu près 11 cartes de fidélité. Simplement, ils ne les utilisent pas nécessairement de façon active. Donc, grande majorité d'entre eux sont déçus. J'ai vu des chiffres, jusqu'à 90% de Français, ce qui semble dingue, mais sont déçus des récompenses proposées, ce qu'on voit là. Et donc ils sont nombreux en fait, du coup, à la fois adhérer, mais du coup à peu utiliser finalement leur carte de fidélité, en tout cas de façon spontanée, sauf si c'est demandé en caisse souvent. Maintenant, si on rentre dans les détails de la satisfaction dans ces programmes, globalement, les moyennes qui sont données sur les programmes de fidélité, il y a un baromètre qui est réalisé chaque année, c'est 5,2 sur 10. C'est juste la moyenne. Ouais, c'est pas bon. Et notamment quand c'est passable. C'est passable, voilà. Quand on regarde les avantages financiers, ils sont notés 5,5 sur 10. Un petit peu au-dessus, parce que quand même, on y va pour ça, en fait, en vrai. Et puis, c'est même pas une mention assez bien au bac, quand même. Hein. C'est pas une mention assez bien au bac. Je crois qu'il faut être voir 6. Faut avoir 12 sur 20, donc on n'y est pas. Hein. On n'y est pas. La mention. Et alors, le niveau le plus faible, c'est autour de 4 sur la considération, justement. Donc il y a des enjeux très forts sur la fidélisation, il y a un enjeu fort. Qui sont pas du tout comblés aujourd'hui, en tout cas dans la perception des consommateurs. La martingale du programme de fidélité n'est pas trouvée aujourd'hui. C'est un vrai sujet. Pour autant, ne pas en avoir, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas possible au sens où ça crée quand même une petite préférence d'enseigne. En tout cas, devant le doute, des enseignes comme justement celle dont qu'on a cité tout à l'heure, donc Action, Lidl, ont décidé d'en lancer récemment. Lidl l'a lancé il y a à peu près 3 ans, Action il y a 2 ans. Mais ce ne sont pas des programmes nécessairement pécuniers, de transactionnels. Ce sont plutôt des programmes qui vont aider à découvrir en avant-première les bons plans, voire à faciliter les achats par des tickets de caisse numérisés, etc. Ou des jeux concours. Il y a beaucoup de jeux concours qui sont réalisés par ces programmes. C'est vrai qu'il y a un enjeu. Enfin, nous on travaille beaucoup sur des stratégies relationnelles pour plusieurs de nos clients, et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur cette incarnation, cette personnification. Oui. Il y a aujourd'hui et puis on développe des brand books spécifiques pour les programmes relationnels, parce qu'il y a cet enjeu aussi d'incarner la marque du programme, et on voit que c'est une attente importante. Oui. Donc voilà, pour clore ce premier chapitre sur la consommation, donc des impacts, stratégie d'évitement, une hégémonie aujourd'hui, ou en tout cas une nouvelle dimension des discounters, et un enjeu très fort sur la fidélisation.
Sur les 10 minutes qui suivent pour terminer ce webinaire, on voulait faire un petit focus sur l'innovation. Alors, quand on dit un focus sur l'innovation, l'objectif pour nous était surtout d'essayer d'identifier la tension qu'il pouvait y avoir, encore une fois, entre la volonté des professionnels et du secteur et la réalité perçue par les consommateurs. Et on n'a pas été déçus parce que dans un premier temps, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé les emojis qui étaient mis dans les mentions exprimées par les consommateurs ou les professionnels du secteur pour parler d'innovation. Et c'est intéressant parce que au travers de ces emojis, on a pu identifier alors de nombreuses innovations qui sont hyper inspirante, de la livraison en drone, du caddie connecté qui fait quasiment nos courses tout seul, des expériences en AR, en VR qui sont extrêmement intéressantes, qui sont super belles à regarder et qui proposent des expériences en point de vente qui sont superbes, et des opérations comme l'opération Lidl, moi que j'ai beaucoup aimé, qui était Lidlize, on pouvait Lidliser tous les produits, très smart sur l'utilisation de l'IA. Ce qui est intéressant de voir, c'est que au-delà de ces grands exemples hyper inspirants, on voit que tous les types de retailers, là on vous montre l'exemple des buralistes justement de Loire-Atlantique qui testent des expériences avec des casques de VR pour créer une nouvelle expérience de leur point de vente. Donc on voit que cette innovation, elle est nécessaire, elle est inspirante et elle est surtout indispensable en fait pour tous. Absolument, c'est vrai qu'en fait l'innovation, on sent bien que c'est demandé par les consommateurs. C'est-à-dire que les marketeurs sentent qu'il faut qu'ils y aillent de façon régulière pour recréer du buzz et de l'envie de venir fréquenter leur magasin. Mais pour rester compétitif sur le marché, c'est le cas aussi des consommateurs. 57% des consommateurs disent aujourd'hui qu'il est primordial qu'une enseigne dans laquelle ils vont faire leurs achats soit innovante. Donc c'est quand même plus que largement plus que la moyenne. Donc là d'un côté on a l'innovation paillette qui fait un peu rêver. Ouais. Pour autant, en fait, quand on regarde, ce qui revient le plus souvent dans les conversations, plutôt côté consommateur cette fois-ci, on s'aperçoit que la réalité elle est beaucoup plus pragmatique, parce que, en fait, avant de faire ses courses avec un chariot qui va avancer tout seul et qui va mettre tout de suite les courses dans notre caddie ou qui va nous afficher un plan 3D, en fait, les clients ils ont des considérations beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus opérationnelles, comme par exemple ne pas passer un quart d'heure à attendre en caisse. Et on voit que les considérations consommateurs sont très pragmatiques. On a pu identifier aussi que malgré tout, les considérations du secteur sont aussi très pragmatiques. Et il y a de nombreuses innovations qu'on a pu identifier qui sont plutôt des innovations, on va dire, invisibles, ou en tout cas qui n'ont pas ce côté paillette, justement, plutôt en back-office, pour l'amélioration de la supply chain, pour l'optimisation de l'expérience omnicanal. Et on arrive finalement sur ce type d'innovations qui sont celles qu'on a le plus retrouvées dans les conversations, qui sont des innovations sur le paiement, l'optimisation justement des flux en point de vente, qui sont finalement celles qui reviennent le plus aujourd'hui. Et ce qui est d'ailleurs dans un sens rassurant, parce qu'il y avait ce fantasme de tous les vendeurs vont être remplacés, demain les IA vont tous nous remplacer. On voit quand même que les attentes, en tout cas des consommateurs, sont pas là-dessus aujourd'hui. Ah non, sont beaucoup plus concrètes et on les voit aussi dans les usages. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que face à ce qu'on voit là, quand on s'intéresse un peu à ce qui se passe vraiment dans les magasins, en fait, et qu'on regarde les chiffres, encore une fois, étude Sociovision IFOP 2024, c'est que 60% d'usage en France se fait sur la caisse automatique. Alors, elles ne sont pas présentes partout dans les magasins, mais elles sont majoritairement aujourd'hui adoptées par les consommateurs et elles aident en effet à avoir un passage beaucoup plus fluide en caisse. L'attente en caisse, c'est un des irritants numéro 1, qui n'est pas toujours totalement encore adressé. Et puis, le self-scanning a beaucoup aidé aussi. C'est 25% des Français aujourd'hui qui utilisent le self-scanning, encore une fois, pas présent partout, beaucoup dans la grande distribution large, les hypermarchés. Et puis enfin, bien sûr, le drive et le click and collect, qui ont été largement exploités au moment en particulier du Covid, mais qui continuent à se développer. Le drive, c'est presque 40% d'usage aujourd'hui en France. Click and collect, 34%, notamment dans le fashion. Donc encore une fois, des enjeux très fonctionnels. Ah, mais c'est totalement fonctionnel. Alors après, quand on regarde les améliorations qui sont souhaitées par les consommateurs,
on retrouve des éléments très concrets. Là, c'est l'étude qui a été réalisée par Opinionway pour la Retail Tech en 2025, cette année. Donc, alors, ce qu'on retrouve, c'est, par exemple, tu citais la comparaison des prix et les avis clients en temps réel. C'est-à-dire ce besoin d'avoir des choses en temps réel, des informations en temps réel pour aider au choix. Donc, 39% des clients qui demandent comparaison des prix. Connaître la disponibilité des produits, ça aussi, évidemment, en temps réel, c'est important. Hein, c'est plus d'un tiers. Ça rejoint quasiment la supply chain côté B2B. Hein. Encore une fois, l'approvisionnement et la disponibilité. Et avoir l'information. Pour ne pas se déplacer pour rien aussi, parce qu'en plus on sait bien que les stocks, en particulier par exemple dans les vêtements, sont vraiment en flux tendu, donc même si après ils peuvent faire d'un magasin à l'autre les échanges de stocks. Réduire le temps passé à chercher un produit aussi, c'est une attente forte. Et l'intelligence artificielle devrait pouvoir aider sur ces sujets. En tout cas, c'est ce qu'on attend de l'intelligence artificielle. Avoir des promos personnalisés aussi, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de promos de masse. Donc, et puis disposer de support client 24/24, 7 jours sur 7. Avoir un suivi des livraisons plus précis aussi. On voit que c'est des choses totalement concrètes. Quoi. Voilà. Et on s'aperçoit et on s'aperçoit aussi. Excuse-moi, j'avance un petit peu, mais on s'aperçoit aussi que les innovations, elles sont aussi rattrapées par les difficultés du contexte actuel. C'est-à-dire que dans les innovations dont on a le plus parlé, en tout cas dans les 12 derniers mois, on parle aussi beaucoup d'innovations qui sont liées à la détection des vols, sur des caméras intelligentes, sur l'usage de l'IA pour ça, qui sont d'ailleurs parfois qui ont parfois des effets négatifs, hein, parfois pour les enseignes. On a trouvé des exemples en France et aussi en Europe où certaines enseignes ont été un peu épinglées justement pour l'opacité des algorithmes qui traquent justement les actes de vol dans les points de vente. Et ce qui va même jusqu'à certaines collusions de quelques hasards de calendrier malheureux où l'année dernière, en fait, le même jour, c'était intéressant cette collusion, le Amazon proposait de payer directement avec sa main en caisse, donc avec cette image hyper innovante de l'enseigne. Et dans le même temps, on a une députée qui nous expliquait que les magasins autonomes d'Amazon n'étaient finalement pas si autonomes que ça, parce qu'il y avait des milliers de personnes en fait derrière qui vérifiaient les images qui étaient envoyées. Donc on voit quand même que, encore une fois, entre mythe et réalité de cette innovation, il y a des choses à apprendre. Sachant que les consommateurs, pour le coup, ont quand même une crainte, hein, globalement, c'est quand même la perte de l'humain, du contact humain, avec le développement de la tech dans les magasins. Ils ne veulent pas ça. Hein. C'est plus de 70% qui souhaitent qu'il n'y ait pas évidemment de disparition. Et puis l'utilisation excessive des données aussi personnelles, qui est une crainte. Et enfin, la dépense excessive aussi à la tech, perte d'autonomie en quelque sorte, qui peut faire peur. En tout cas, aujourd'hui, on le regarde, la majorité vraiment, mais c'est comme plus de 90% des Français ne souhaitent pas, évidemment, de magasins totalement virtuels, qui soient animés que par des IA, ils n'en veulent pas. Et d'ailleurs, on le voit bien effectivement dans les recherches, même dans les recherches Google, vous allez le voir, ça vient corroborer justement cet enseignement où, en fait, on s'est aperçu que l'innovation, elle venait pas forcément justement de la tech. Et là, on a fait, alors non pas du web listening, mais on a fait ce qu'on appelle du search listening. Donc, on a étudié les signaux faibles qui viennent notamment des moteurs de recherche. Ce qui est intéressant, c'est que le chatbot, t'en as parlé, avoir des informations en temps réel. Ça, c'est la première recherche. Pour autant, en fait, quand on regarde tout ce qui est lié à l'expérience magasin, justement, à l'inverse de l'expérience purement digitale, ça représente plus de 50% du poids des recherches. Donc, tout ce qui va toucher autour de concept store, de corner, de pop-up store, c'est aujourd'hui une tendance extrêmement forte qui a été identifiée avec, on va dire, 2 sous-catégories, mais qui sont liées par la puissance du concept. C'est ça qui est fort. Quand le concept, finalement, vient supplanter la hype de la tech avec un retour très fort des concept stores qui permettent justement de raconter une histoire. Alors les concept stores, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois cette approche
conceptuelle, la narration qu'on peut avoir dans un point de vente, le storytelling, l'expérience consommateur. Ce qui est intéressant aussi quand on regarde un peu plus dans le détail les types de concept stores qui ressortent beaucoup dans la conversation, c'est souvent aussi des lieux hybrides sur lesquels on va retrouver différents types d'expériences d'achat. Et c'est intéressant parce que ça vient aussi suivre la réalité aussi un petit peu multifacette des consommateurs d'aujourd'hui. Donc on voit que ce type d'expérience d'achat, d'expérience client est aussi très demandé par les consommateurs. Ouais, l'hybridation, on l'a à la fois sur le on et le offline, puisqu'il y a un mélange des deux souvent. Et puis il y a également des alliances qui peuvent se créer, des partenariats sur ces pop-up stores. C'est pas forcément monomarque, ça peut être plusieurs marques. Donc ces magasins, aujourd'hui, le magasin de toute façon, il est essentiel, y compris dans l'écosystème en termes de rentabilité, écosystème omnicanal et e-commerce. Et il est là pour incarner la marque, il est fondamental. Et donc il vient événementialiser bien sûr l'expérience produit avec un contact immédiat au produit et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les jeunes qui sont très digitaux, ils veulent aller ils ont besoin de ces magasins, de cette expérience. Ils vont massivement dans les centres commerciaux. Ils ont besoin. Il y a un côté communautaire aussi physique, mais il y a ce besoin d'aller se plonger dans le produit, s'inspirer finalement, de vivre finalement les expériences avec les marques et ce besoin aussi de se mettre en scène dans les réseaux sociaux, dans le monde physique, parce que c'est vrai que se mettre en scène dans le monde digital, on va voir, ça va se faire avec les avatars, mais quand même aujourd'hui, finalement, c'est quand même plus sympa de se mettre en scène dans le monde physique, dans la real life, comme on dit. Voilà, et ces expériences-là le permettent. Et on le voit d'ailleurs, au-delà des concept stores, on le voit aussi avec l'explosion des pop-up stores. Donc là, on voit sur cette data visualisation, c'est l'identification des sujets les plus tendances. Donc on voit que la question de la boutique éphémère revient beaucoup, et c'est notamment effectivement porté par des marques issues du digital. Donc là, alors pour ceux qui ont déjà vu des webinaires de l'agence, vous savez que je ne peux pas faire un webinaire sans parler de la marque Asphalt. Mais voilà, j'aime beaucoup cette marque, et surtout cette stratégie marketing, puisque l'an dernier ils ont lancé un pop-up store qui finalement s'est révélé un petit peu un test pour voir si c'était successful, et en l'occurrence ça l'est devenu, puisque ce pop-up store est devenu un magasin permanent. Donc on voit que c'est à la fois un laboratoire à succès et en même temps, et tu viens de l'expliquer, c'est aussi une possibilité de création d'expérience, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui tous les e-commerçants ou les sites de vente en ligne, Vinted, Shein, Zalando, avec l'hôtel Maouf notamment, créent ces pop-up stores pour créer l'événement et vraiment pour faire en sorte que la génération qui d'habitude fonctionne beaucoup sur le digital puisse avoir une expérience. Les DNVB d'ailleurs, c'est intéressant parce que les DNVB, dont ces petites marques qui naissent en ligne, finalement, elles ont besoin à un moment donné d'exister, et la seule façon pour elles d'exister à moindre coût, c'est de le faire par des pop-up stores. Elles viennent tester l'appétence client dans des régions ou des pays grâce à ces pop-up stores physiques, pour ensuite se dire oui ou non, elles peuvent se développer dans des éléments plus structurels comme des magasins. Donc le point de vente a encore de l'avenir. En tout cas, c'est ce qu'on a tiré il est loin d'être mort, on en parlait, le point de vente est mort, pas du tout. C'est ce qu'on a tiré effectivement de cette... C'est l'avenir de l'e-commerce. Ouais, tout à fait. Donc en résumé, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc en résumé, voilà, 5 grands points vraiment à retenir de cette étude. Donc un contexte économique prépondérant qui amène des stratégies de contournement en termes de consommation, l'avènement des discounters avec tous les enjeux que cela implique pour ces enseignes, la fidélité, sujet de tension entre volonté professionnelle et ressenti des consommateurs, une innovation aujourd'hui dans le secteur du retail très inspirante, avec vraiment des tests qui nous ont assez bluffés, mais qui, dans la réalité des faits, restent aujourd'hui quand même très pragmatiques. On vient juste d'en parler, l'innovation qui parfois ne passe pas forcément par de la tech, mais plutôt par du concept et par du point de vente pour créer de l'expérience. Donc en conclusion de cette étude, moi je résumerai vraiment ça par tenir compte de la réalité. Encore une fois, ce qu'on a souhaité démontrer au travers de cette étude, c'est que il y a
les stratégies voulues que on projette parfois en tant que professionnel, et il y a aussi la réalité perçue par les consommateurs. Et c'est vraiment important d'aller au contact de ça. C'est ce que permettent aussi ces études de listening que nous développons pour avoir justement une perception assez réelle, notamment à travers des verbatims, et qui va nous amener là à des approches où on va privilégier moins de promesses technologiques et plus d'expérience, plus de valeur réelle aussi. On l'a vu au travers notamment des programmes de fidélité, plus d'expérience au global et plus d'authenticité dans la manière dont les marques s'expriment. Clairement. Et moi, je rajouterais une posture d'humilité aussi quand on est un marketeur ou quand on travaille donc dans ces business-là, de se dire on a ces intuitions qui sont importantes, mais toujours les confronter à la réalité et aux besoins des clients, aux attentes des clients, à ces signaux faibles qu'il faut détecter, à ces insights qui peuvent être des clés d'entrée en termes de communication importantes, l'insight fondamental. On va être de plus en plus moins dans une recherche des mots-clés avec le search IA que dans justement la compréhension de l'insight pour être dans une démarche de conversation dans lequel, évidemment, la marque doit être en top of mind pour pouvoir émerger dans ces conversations dans le search IA, mais en plus pour pouvoir justement être beaucoup plus pertinent face à un contexte à la fois compliqué, on l'a vu, l'inflation, mais aussi très concurrentiel. Ouais. Merci Caroline pour tous ces éclairages. Nous avons le temps pour prendre quelques questions. Alors, concernant les mentions récoltées dans cette étude, ce sont des mentions issues en grande partie de X, anciennement Twitter. Alors, effectivement, on a plusieurs sources de mentions. Je pourrais répondre directement à votre question par mail. Les sources sont Twitter qui prennent souvent une part importante. Je crois que de mémoire, on était à 40% des mentions. On a aussi beaucoup de mentions qui viennent des blogs et des forums. On avait une douzaine de pourcents des mentions qui venaient également d'Instagram et une vingtaine de pourcents qui venaient de toute la partie news et médias. Voilà. Donc pas uniquement Twitter. Est-ce qu'il y a un support de présentation qui montre ces chiffres ? Oui, le support de présentation sera à disposition et téléchargeable sur le site de l'agence. Décuple. De l'agence Décuple, bien évidemment. Écoutez, pas d'autres questions sur ce webinaire. On a dû être très clair ou peut-être trop long, que sais-je. En tout cas, s'il y a des questions ultérieures, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci Caroline de l'avoir animé avec moi. Et nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir. Merci.